Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique cinéma qui va traiter aujourd'hui du film Tic et Tac qui est sorti sur la plateforme Disney+ il y a quelques semaines déjà. Là tout de suite vous devez pas trop voir l'intérêt de faire une vidéo sur un tel film, mais croyez-moi il y a beaucoup de choses à dire sur le film en lui-même et sur ce qu'il dit de la gestion de la propriété intellectuelle chez Disney. Générique. Dans un environnement de plus en plus saturé entre les différentes offres de streaming, il est quelque peu difficile de savoir si je vous parle d'un film qui était potentiellement pas du tout sur vos radars. Et franchement, je comprends. Il y a une vraie saturation de l'offre, donc je vous pardonne si vous n'avez pas entendu parler d'un film Tic et Tac sorti exclusivement sur Disney+. Mais moi, j'avais quelques raisons d'être intéressé par ce film. Il y a deux critères principaux qui me l'ont vendu, à savoir dans un premier temps l'inspiration très claire prise sur Roger Rabbit dans le style du film. On est dans des environnements à prise de vue réelle dans lesquels des personnages de cartoon sont intégrés, en ajoutant en plus ici des styles différents d'animation et pas seulement le style Looney Tunes. Et d'autre part, les personnes impliquées dans le projet font partie de mes influences comiques préférées. On a tout d'abord Akiva Schaffer à la réalisation. C'est un des membres fondateurs des Lonely Island qui a plus ou moins inspiré toute une génération d'humour sur internet, je pense. Je ne peux que vous conseiller Popstar de lui, qui est à ce jour pour moi le projet le plus abouti du trio. Puis surtout, au casting de voix, on a Andy Samberg des Lonely Island aussi, mais maintenant qui est plus reconnaissable pour son rôle de Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Il y a aussi John Mulaney qui fait partie de mes comics préférés. Son comédie special The Comeback Kid sur Netflix c'est dans mon top 10, et puis il double Andrew dans Big Mouth, et tout le monde devrait regarder Big Mouth. Le reste du casting voix est tout aussi rempli en talent avec Will Arnett, Keegan-Michael Key, Seth Rogen ou Tim Robinson de I Think You Should Live. Donc dit de manière directe, c'est pas des branques qui sont derrière le projet. En plus au scénario, on a Doug Mond et Dan Gregor qui ont pas mal pigé sur des séries comiques, notamment How I Met Your Mother. Sous la surface d'un film Tic et Tac qui peut à première vue ne pas être hyper intéressant, il y a quand même une conjonction de facteurs qui permet de nous dire qu'on est entre de bonnes mains. Les trailers ont pas mal conforté cette idée, renforçant le côté méta et ultra référencé. Le résultat post-visionnage est assez plaisant. Je suis pas là pour vous vendre le film de l'année très clairement, mais ça reste une réussite dans ce qu'il cherche à accomplir. Il y a des gags visuels plutôt bien sentis, et le mélange prise de vue réelle animation fait plaisir à voir. Il y a une composante vraiment folle dans le mélange des propriétés intellectuelles parce que certains personnages bien connus apparaissent seulement 3 secondes et c'est pas uniquement cantonné à Disney. Donc très clairement, il y a dû y avoir des allers-retours plutôt longs entre les avocats des différentes boîtes pour des temps d'apparition minuscules. C'est peut-être un king de nerd, mais moi je suis hyper chaud de voir un documentaire sur ça. Petit pitch pour vous Disney. C'est aussi un petit plaisir si on a quelques rêves sur le monde de l'animation à Hollywood ou si on était sur internet ces dernières années en fait. Par exemple les vannes sur Ugly Sonic ou les premières animations très Vallée de l'étrange du début des années 2000. Ça s'attaque aussi à la culture du showbiz et le côté éphémère de la célébrité. Donc en fait, plus on s'intéresse au milieu et on a quelques rêves, plus le film est intéressant. Mais, parce qu'il y a un mais, de la même manière, plus on a de connaissances, plus il y a 2-3 choix qui sont franchement discutables. Et là je vais juste spoiler allègrement, mais restez, l'histoire vaut le coup. Nos deux chipmunks préférés essayent de secourir une de leurs anciennes co-stars qui est maintenant victime d'un réseau criminel de fromage et de films bootleg. Le fromage est bien sûr une allégorie pour la drogue, et le baron de ce réseau c'est ni plus ni moins qu'un Peter Pan vieux et aigri. Littéralement celui du dessin animé de 1953 que les studios ont rejeté une fois qu'il a atteint la puberté. Là comme ça, c'est marrant, c'est une référence à la carrière des enfants stars à cette époque. Sauf que... Ouais, ça c'est mon setup storytelling, j'ai pas 15 manières de varier mon décor dans ma chambre de 10 mètres carrés. Bobby Driscoll est le doubleur original de Peter Pan. C'est un rôle qu'il prend à l'âge de ses 16 ans après une carrière plutôt prestigieuse d'enfant star au sein du studio Disney. C'est même une des pupilles préférées de Walt lui-même. Mais la même année de ce rôle, il se fait rompre son contrat lors de l'acquisition de RKO et par extension Disney par Howard Hughes. Howard Hughes a un dédain très prononcé pour les enfants stars et particulièrement pour Bobby Driscoll pour une raison qui m'échappe. D'ailleurs, voici comment Howard Hughes est mort. Hughes passa les 8 dernières années de sa vie alité toute la journée en regardant des films, vivant nu, drogué à la morphine puis à la codéine. Il ne se coupait jamais la barbe, ni les cheveux, ni les ongles. On dit que c'est une des représentations les plus célèbres du syndrome de Diogène. Autant dire que c'était pas la personne la plus healthy dans sa tête. A partir de là, c'est la dégringolade pour le jeune acteur, il n'arrive pas à s'intégrer avec les jeunes de son âge et malgré des petits rôles dans des séries ici et là, il finit par se faire arrêter par la police pour cambriolage, agression et surtout possession de drogue. Et donc à 24 ans, il est envoyé en centre de réhabilitation par ordre du juge. À cause de son arrestation, il ne trouve pas de rôle au sein de Hollywood et finit par déménager à New York en 1965 afin de se relancer. Le mieux qu'il obtient, c'est d'être dans l'entourage d'Andy Warhol qui l'exploite plutôt que de l'inclure vraiment dans son cercle. Un peu en mode tu représentes la décadence d'Hollywood, tu es une bête de foire.
Sympa le mec. On sait pas trop comment il a passé ces derniers jours, mais il est retrouvé mort entouré de bouteilles de bière dans une habitation abandonnée par des enfants en 1968. Il avait 31 ans. D'après l'autopsie, c'est lié à une crise cardiaque causée par les complications de sa consommation de drogue. Et encore, je vous dis qu'on l'a retrouvé, mais à l'époque, on ne sait même pas que c'est Bobby Driscoll pour vous dire à quel point il est tombé dans l'oubli. Il est enterré dans une fosse commune dans le Bronx et ce n'est qu'un an et demi plus tard qu'on obtient des informations parce que sa mère lance un appel dans un journal suite à sa disparition. Pour le grand public, c'est pas avant 1972 et la ressortie de Song of the South, un film que Disney préfère oublier, que sa mort est annoncée. Ainsi s'achève la triste histoire de Bobby Driscoll. Donc comment dire que choisir Peter Pan comme méchant de ce film en baron de la drogue désabusée, c'est au mieux insensible, au pire carrément malveillant de la part de Disney. D'autant que bon, le personnage est un peu le sujet de moquerie pendant toute la durée du métrage. Je vois un peu le meeting entre les parties prenantes sur le scénario comme ça. Salut les gars, voilà, ce petit point c'est juste pour vous prévenir qu'on a lu votre première ébauche de script et à Disney on est vraiment super fan. Les seules notes qu'on a c'est sur Charlie Brown en tant qu'antagoniste. Ouais désolé, je fais juste une pause pour préciser quelque chose. Charlie Brown était vraiment envisagé comme le premier antagoniste par les scénaristes, seulement les droits pour l'utiliser étaient trop compliqués à établir et c'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur Peter Pan. Voilà, je suis un peu obligé d'expliquer mes blagues parce que je suis tout seul je pense à avoir fait autant de recherches sur le film Tic et Tac. Je vous laisse reprendre la vidéo. Nous, ce qu'on préférerait, ce serait vraiment se moquer de l'enfant star qu'on a jeté à la rue et qui a trouvé la drogue comme seul échappatoire à sa situation. Voilà, je sais pas trop si c'est possible, comment vous pouvez faire dans votre agenda, mais nous, ce qu'on préférerait, ce serait vraiment qu'on se foute de sa gueule. Voilà, on attend vos premiers retours demain au plus tôt. Bye. Et encore, je pense que c'est potentiellement pas le pire choix du film, parce que si on regarde l'autre partie du business de Sweet Pete, à savoir les films bootleg, on ouvre carrément toute une autre boîte de Pandore sur le film. Son activité criminelle, c'est d'enlever des personnages de franchise, puis les relooker pour ensuite les forcer à apparaître dans des spoof films. Un procédé qui n'est pas sans rappeler un peu les pratiques de la société de production Asylum. Son but c'est très clairement d'éviter les lois sur la propriété intellectuelle pour faire de l'argent facile. Et ça nous est présenté comme un processus proche de la torture et de l'esclavage de nos personnages préférés. Donc là, c'est l'heure de parler du rapport de Disney à la propriété intellectuelle. L'existence des lois de copyright est littéralement une question de vie ou de mort pour la multinationale. Son chiffre d'affaires dépend directement de sa capacité à exploiter ses personnages pour toujours et de ne pas les laisser tomber dans le domaine public. L'un des exemples les plus flagrants, c'est Mickey Mouse. Disney a fait du lobbying avec succès auprès du Congrès pour étendre la durée du copyright et la situation est désormais plus confuse pour faire appliquer le passage dans le domaine public de certaines icônes. Si les lois sur le copyright étaient d'abord pensées pour protéger les artistes et leurs ayants droit, force est de constater que la situation a changé depuis que les studios qui possèdent les licences sont devenus tout simplement des superpuissances. Des copyright claims abusifs à la disparition progressive des fan-films sur Star Wars, Disney garde la seule utilisation possible des personnages qu'elle possède. C'est pour ça que le film Tic et Tac a un positionnement qui mérite l'attention. Il se veut caricatural du système des méga studios sur certaines choses, la culture des reboots par exemple, qui est un mal assez omniprésent dans l'histoire récente de Disney. Mais en tout ce qui concerne la gestion de la propriété intellectuelle, le film fait l'autruche de manière assez incroyable je trouve, alors que justement il repose entièrement sur celle-ci. En même temps, ça revient à admettre que des personnages à qui on a donné de la sentience appartiennent à une personne ou à une entreprise. Et ça, je crois que ça s'appelle de l'esclavagisme, donc je comprends que ce soit un peu touchy à aborder dans un film family friendly. Cependant, il y a un choix qui est de faire de Sweet Pete un méchant pour réutiliser des personnages qui ne lui appartiennent pas. Dans l'univers, c'est compréhensible vu que le process pour se les approprier est quelque peu barbare. Mais c'est tout de même un choix de la part des scénaristes de présenter cette pratique comme monstrueuse. Dès lors qu'on connaît le studio qui est derrière, voir que la pratique de s'approprier des personnages est diabolisée, on se retrouve avec un message à peine dissimulé. On a donc d'une part un antagoniste qui représente une star dont la mort peut être imputée à Disney, et d'autre part une activité criminelle pour le studio qui est ni plus ni moins le fait de s'accaparer des personnages qui ne lui appartiennent pas. Parce que finalement, Sweet Pete c'est ni plus ni moins un créateur qui fait du remix avec des propriétés existantes. Je vois quand même une démarche artistique derrière ce qu'il fait. Et voir à quel point le fait de se faire utiliser ses propriétés par quelqu'un d'autre c'est la vision de l'enfer pour Disney, je pense que ça porte à réfléchir quand on est face à une multinationale qui monopolise toujours plus l'espace culturel. Est-ce que je pense que c'est un choix délibéré de la part de l'équipe des créateurs qui sont ni plus ni moins des propagandistes à la solde de Disney? Non, je pense qu'ils se sont juste dit que c'était marrant de parodier le processus de création d'Asylum. Par contre, on peut se questionner sur le choix de Bobby Driscoll, j'espère qu'il connaissait pas l'histoire parce que faire des blagues dessus, là c'est peut-être un peu plus chaud. Cependant, la remise en contexte de l'œuvre fait que le message véhiculé est sordide quand on sait que c'est un film distribué par une méga corporation. Les personnages du film ne sont pas des personnes mais des idées.
Et parfois, laisser d'autres gens jouer avec vos idées, c'est le meilleur moyen d'entretenir la créativité.